Cette émission a été rendue possible grâce à notre partenaire, le Parlement européen. Et bonsoir tout le monde. Je ne suis pas Jean Massier, comme vous pouvez le voir. Jean Massier a décidé de déléguer à Malek délégué la présentation de Backseat. Je prépare cette vanne depuis tout à l'heure. Non, je rigole. Un tweetos me l'a soufflé, je le remercie et je lui en remercie. Bienvenue dans Backseat, j'espère que vous allez bien, le chat, j'espère que tout le monde se porte bien. On va faire une belle émission, comme à chaque fois. Mais j'espère surtout que on va en faire une belle parce que c'est moi qui présente. Et on va se le dire parce qu'on se dit tout. Il y a un peu de pression de mon côté, mais vous allez m'aider, le public va m'aider. Et je ne suis pas tout seul, je suis avec une bande de chroniqueurs incroyables. Je suis avec Sacha Beckerman qu'on peut applaudir. Ça va Sacha? Ça va. On est avec Antoine Bristiel, qu'on peut applaudir aussi. Salut Malek. Et on est avec Claire Lejeune, qu'on applaudit également. Les amis, ce soir, émission en partenariat avec le Parlement européen. On va essayer de savoir ce qu'est le Parlement européen, comment ça fonctionne, à quoi ça sert, comment l'Europe a changé aussi ces 5 dernières années. Et pour cela, on va accueillir des invités incroyables qu'on accueille tout de suite sous vos applaudissements. Bienvenue. Alors on accueille Isabelle Coustet qui est la chef du bureau du Parlement européen en France. Bonsoir. Bonsoir Malek. Isabelle va nous dire qu'est-ce que c'est que d'être chef du bureau du Parlement européen en France. On a vraiment hâte de savoir. Et on accueille également Quentin Ariès qui est journaliste spécialiste de l'Europe, rédacteur en chef du réseau Sfera. Bonsoir Quentin. Bonsoir à tous. N'hésitez pas à parler aussi très proche du micro. Isabelle, bienvenue. Quentin, bienvenue. Chef du bureau. France au Parlement européen, qu'est-ce que c'est? Oui, alors c'est un titre un peu étrange, c'est une fonction aussi un peu étrange, mais elle a un côté très sérieux, puisque en fait on est une sorte de liaison entre le Parlement européen et les institutions nationales françaises. Lorsqu'une délégation arrive, on aide à faire les rendez-vous, c'est très très sérieux, très protocolaire. Et puis il y a une mission beaucoup plus importante qui est celle des relations avec la presse, et faire connaître à la presse française, pas la presse accréditée à Bruxelles, qui la connaît bien, le Parlement européen. Et puis enfin une troisième mission qui est la communication, l'information du grand public. Et pour ça, on vient d'ouvrir un lieu il y a 1 an et demi sur la place de la Madeleine qui s'appelle Europa Experience, qui est ouvert 6 jours sur 7, qui est une sorte de musée interactif de l'Europe où on peut comprendre le fonctionnement du Parlement européen avec un jeu de rôle, etc. Si on vous demandait que faire ce week-end, ben voilà. Bienvenue. On a un petit plan. Quentin, qu'est-ce que c'est que d'être journaliste et de couvrir les questions européennes? Tiens. Tu veux la version courte ou la version longue? Alors la version courte, toujours. Je présente ce soir la version courte. Le principe de la version courte, c'est qu'on est spécialiste en crise. On fait maintenant de la gestion de crise. Okay. Brexit, climat, état de droit. Voilà, l'angoisse. C'est donc notre spécialité, tu vois, c'est de gérer les crises. Ouais. Comprendre qu'est-ce que c'est une petite crise, une grosse crise, une crise systémique. Au-delà de ça, c'est-à-dire on couvre, comme finalement des journalistes à Paris ou n'importe où en région, en fait, on couvre une institution, un pouvoir et on couvre un peu de voir comment va ce continent. Le travail avec le Parlement européen spécifiquement? Super important parce que c'est les seuls qui sont élus. Donc ça veut dire que ne serait-ce que pour nous, hyper pratique, un fonctionnaire européen, il n'a pas le droit de parler avec son nom et son prénom. Un député européen, il est élu, on peut lui dire en fait, tu fais une interview, tu décides un truc, en fait, tu peux parler avec ton nom et ton prénom. D'ailleurs, la chef du bureau parle au nom du Parlement européen, mais elle ne parle pas en son nom. C'est important de préciser. Tout à fait. Alors moi, j'ai une petite différence, c'est que j'ai le droit de parler, mais effectivement, je ne parle pas en mon nom. Bon, mais je parle sincèrement. Oui, on espère. On va essayer de présenter un petit peu le Parlement européen, le Parlement qui existe depuis 1979. Comment on peut dire que le Parlement français et le Parlement européen, c'est 2 choses complètement différentes? Ma question, pour le comment, le pourquoi, tiens. Alors oui, c'est 2 choses différentes, mais je trouve que le Parlement européen commence à de plus en plus ressembler à un Parlement national. Et pourquoi ça, c'est une bonne nouvelle, parce qu'il se politise.
Avant, on avait une espèce de coalition pro-européenne avant chaque mandature. Maintenant, on a des coalitions différentes sur les différents dossiers donc des clivages gauche-droite. On n'a pas seulement un clivage pro-européen, anti-européen, ou un clivage nord-sud ou national. On a un vrai clivage politique sur la majorité des dossiers. Donc ça fonctionne exactement comme un Parlement national. Ok. On va parler de la naissance du Parlement européen, Sacha. C'est en 1979, si je ne dis pas de bêtises, c'est les premières élections du Parlement européen au suffrage universel direct. C'était quoi sa raison d'être au début, quand on s'est dit qu'on allait élire nos parlementaires européens avec ce suffrage universel direct ? C'était donner une âme à l'Europe, en fait, pouvoir élire démocratiquement. C'est la seule institution élue au suffrage universel direct. Donc c'était vraiment là. Et c'est d'ailleurs ça qui a permis de lui donner plus de pouvoir ensuite. Et en fait, c'était peut-être un mauvais calcul parce que du coup, il a gagné. C'est la seule institution qui a gagné le plus de pouvoir. Enfin, je veux dire, pour les institutions qui défendent l'intérêt national, donner cette élection au suffrage universel direct au Parlement européen, c'est redonner le pouvoir à cette institution. En fait. Et puis les sujets, ils ont changé. C'est-à-dire en 79, tu commences déjà à parler comment tu peux... tu ne discutes plus en fait, de quotas de cabillaud entre l'Espagne et la France. En fait, tu commences à parler des choses directement qui touchent dans les affaires quotidiennes de tous les Européens. Donc en fait, à un moment ou à un autre, tu as comme une notion de représentation et en fait, tu dois un peu élire. Et j'ai une question du coup qui découle de ce que vous avez dit. Comment son rôle et comment ses pouvoirs, vous avez déjà commencé à y répondre, ont évolué depuis 1979 ? C'est au cours des différents traités. En fait, chaque traité a donné plus de pouvoir au Parlement, en tout cas sur son pouvoir législatif. Il est aujourd'hui, c'est un co-législateur avec le Conseil de l'Union. En gros, on a une Assemblée nationale et un Sénat. Le Sénat serait le Conseil de l'Union européenne. Je peux vous faire les trois, mais on ne va pas rentrer là-dedans. Et le Parlement européen, c'est un peu l'Assemblée nationale, mais c'est vraiment rien n'est décidé quand il s'agit de législation sans le Parlement européen. Après, la faiblesse de son pouvoir, c'est le pouvoir budgétaire. Là, il peut voter le budget annuel, mais à l'intérieur d'une enveloppe pluriannuelle qui est quand même, somme toute, reste limitée. Il est important là de parler du... Alors, pour être très transparent, moi, le Parlement européen, je ne le connais pas très bien. C'est pour ça que je suis très content de vous accueillir. Et je pense que beaucoup de nos viewers là dans le chat sont dans la même position. Donc, c'est pour ça qu'on est content de vous entendre. Concrètement, il sert à quoi le Parlement européen ? Si on devait donner ces 3-4 grands pouvoirs, qu'est-ce qu'on dirait ? J'ai déjà parlé du pouvoir législatif, donc je ne vais pas revenir dessus. Le pouvoir budgétaire, c'est important parce que c'est lui qui va dire plus ou moins d'Erasmus, etc. À l'intérieur d'une enveloppe, maintenant, il essaye d'avoir un pouvoir sur une programmation à 5 ans, par exemple, ça serait plus important. Mais il a aussi un rôle démocratique normal de contrôle de l'exécutif. Par exemple, il va pouvoir faire des commissions d'enquête, des commissions spéciales. Autre exemple, il va, après les élections européennes, faire des auditions aux candidats commissaires. Les candidats, ce serait presque en fait les ministres européens. En France, on va sur le perron de l'Élysée et on vous présente le gouvernement. Enfin, là, on l'attend toujours, mais je vais dire, c'est pas un bon exemple. Mais en tout cas, au Parlement, pour l'Union européenne, ça met plusieurs mois et vous allez avoir 3-4 heures d'audition devant des commissions parlementaires, un peu à l'américaine. Et ça, c'est un vrai pouvoir réel du Parlement européen. Et on retoque toujours des candidats commissaires. C'est très important de les suivre aussi. C'est très intéressant. Séquence qui va arriver donc cette année après... En septembre-octobre, une fois qu'on aura... il y aura toute une séquence de mise en place du nouveau gouvernement européen, en quelque sorte. On parlera de l'échéance de juin tout à l'heure. Vous me disiez aussi en préparant l'émission que le Parlement avait un rôle symbolique mais important dans la défense de l'état de droit. Alors, pas si symbolique que ça, mais c'est vraiment une constante, puisqu'évidemment, il est élu au suffrage universel direct. Il va s'écarter un peu des sujets obligés des traités, et donc il prend son rôle de Parlement issu des citoyens à cœur. Et donc, une des constantes du Parlement européen, c'est de défendre effectivement les droits fondamentaux, et pas seulement à l'extérieur de l'Union, mais aussi à l'intérieur de l'Union. Et c'est une question qui devient de plus en plus importante, on ne pensait pas, mais donc on a aussi des États membres qui ont des risques importants de violer en tout cas, ne respectent pas la séparation des pouvoirs. Je pense à la Hongrie, à la Pologne. Et là, le Parlement européen va trouver tous les moyens juridiques nécessaires pour empêcher, par exemple, que des fonds du plan de relance arrivent à la Hongrie. Il a voté un règlement sur la conditionnalité des fonds.
Ça, c'est quelque chose de très, très important. C'est-à-dire qu'on va conditionner l'octroi de cet argent à la mise en œuvre de réformes dans l'État hongrois. Et aujourd'hui, il y a encore la moitié des fonds du plan de relance qui est bloqué à cause de cette conditionnalité. Donc ça, c'est un rôle très important qu'a le Parlement. Et puis ça compte dans les types, moins en France, mais dans les autres pays. Moi, j'ai beaucoup suivi la Hongrie et la Pologne. Je suis allé plusieurs fois là-bas. Clairement, en fait, le Parlement européen vote contre Orban. En fait, ça fait la une de tous les médias pro-Orban qui ont été rachetés par son régime. Donc, c'est pas quelque chose qu'on aurait en France. Mais donc même la question même si son pouvoir, il a son pouvoir vraiment de pouvoir attaquer sur l'état de droit est quand même relativement limité en termes de concret. C'est-à-dire qu'il ne peut que voter pour suggérer ou il peut que voter pour créer des textes, mais ce n'est pas lui qui met en œuvre, ça c'est le boulot de la Commission. En fait, il a quand même un sacré pouvoir de nuisance, quoi. Et là, si vous regardez par exemple en Slovaquie, vous vous amusez à regarder Google Translate et les médias slovaques, Actuality par exemple, vous voyez la même chose, c'est-à-dire que Fico en Slovaquie, il refait la même chose que Orban et que les Polonais, et donc en fait, on se retrouve avec encore plein de députés européens qui se retrouvent en une des médias slovaques parce qu'ils sont en train de dire qu'il y a un problème d'état de droit. Petit message à ceux qui nous rejoignent dans le chat. Oui, vous l'avez vu, je ne suis toujours pas Jean Massier. C'est Malek Délégué. On embrasse Jean, évidemment, très fort, qu'on aime. Je suis très content là, de ce qui se passe. Je n'ai jamais vu mes camarades chroniqueurs aussi sérieux et scolaires. On a un petit cours d'histoire européenne, c'est très très sympa. Antoine avait une question. Moi, je voulais vous interroger sur les groupes politiques au sein du Parlement européen, parce qu'on sait qu'on a des groupes politiques au sein de l'Assemblée nationale française, on a des groupes politiques au sein du Parlement européen, et est-ce que c'est la même chose? Est-ce que ça fonctionne de la même manière? Et puis est-ce qu'il y a un lien direct entre l'appartenance à un groupe dans le Parlement national et l'appartenance à un groupe au sein du Parlement européen? On sait qu'il y avait eu des discussions, notamment au moment des discussions sur une potentielle liste unique de la gauche aux européennes, sur le fait que ces partis qui voulaient s'unir n'étaient pas dans les mêmes groupes au sein du Parlement européen. Donc comment ça se passe, ces groupes politiques au Parlement européen? Alors, c'est une question très importante parce que le Parlement européen, il représente effectivement les citoyens, donc ils ne vont pas siéger par État, par nationalité. Ça, c'est très important de le comprendre. Ce n'est pas une organisation internationale, c'est un Parlement. Donc, les socialistes vont aller siéger avec les socialistes, les Verts avec les Verts, etc. Donc, on a 7 groupes politiques au Parlement européen. 7, c'est beaucoup. Et alors, ils ont des noms étranges parce que, en gros, c'est à peu près les mêmes. On va de la gauche radicale à la droite radicale, en fait, dans l'hémicycle. Mais ils vont avoir... le seul qui a un nom un peu bizarre, par exemple, c'est le PPE, parce que pour nous, il vient du Parti populaire espagnol, mais c'est le centre-droit. C'est le groupe qui a le plus de pouvoir au Parlement, parce que c'est le plus important numériquement au fur et à mesure des élections. Mais ce qui est important de comprendre, c'est qu'aucun de ces 7 groupes ne va avoir la majorité absolue et ne l'a jamais eu. Donc on a vraiment l'habitude de travailler au Parlement européen sans majorité absolue, depuis très longtemps. Donc qu'est-ce qu'on est obligé de faire? On est obligé de faire une sorte de coalition, pas forcément une coalition de gouvernement, parce que ça n'y arrive pas encore, on n'est pas encore assez mûr, quoique ça a avancé à la dernière mandature, mais on va faire des coalitions par sujet, par projet. Il y a traditionnellement les 2 grands groupes, donc le PPE et ensuite les socialistes, le Parti socialiste européen, groupe socialiste européen, parce qu'évidemment, il y a un groupe au Parlement, mais qui est baqué par un parti européen, ça c'est encore une autre chose. Donc ces 2 grands groupes avaient une majorité et pouvaient faire des accords plutôt, on va dire, centristes, un peu pour soutenir la construction européenne en gros, et puis ils vont aller se diviser sur 2-3 sujets, en tout cas en faisant des amendements. Depuis 2019, on n'a plus de majorité absolue avec ces 2 seuls grands groupes. Donc, il y a un 3e qui est arrivé, c'est le groupe Renew Europe, donc, qui correspond à Renaissance, mais c'est aussi Ciudadanos en Espagne. Enfin, voilà, chaque groupe politique va avoir différents partis en son sein. Donc, ces 3 grands groupes. Après, il y a aussi les Verts. Donc, les Verts qui est aussi un parti charnière. Donc, on voit très bien qui sont les Verts en France, en Allemagne, Die Grünen, etc. On a donc, j'ai dit j'aime pas dire extrême gauche, mais la gauche de l'hémicycle, à la gauche radicale, puisque un groupe qui s'appelle La Gauche d'ailleurs, parce qu'il s'appelait La Gauche Unitaire Européenne, maintenant il s'appelle La Gauche. Qui ont regroupé historiquement tous les partis communistes, mais qui aujourd'hui sont, par exemple en France, ils n'ont pas franchi le seuil des 5%, donc on y retrouve les groupes, les députés LFI. Et puis alors si on va à la droite, donc du PPE, donc j'ai parlé du PPE, donc PPE c'est évidemment les LR français, mais les plus importants c'est la CDU, CSU allemande. C'est aussi Forza Italia, par exemple, en Italie. Et ensuite,
À droite encore, là, c'est plus intéressant parce qu'on a 2 groupes qu'on dit eurosceptiques ou d'extrême droite, ça dépend comment vous les qualifiez. Et là, on en a 2. On a l'ECR, les conservateurs européens, qu'on appelle ça. Historiquement, c'est le groupe des conservateurs britanniques. Bon, maintenant, ils sont sortis de l'Union européenne, mais ce groupe existe toujours. Et vous avez des partis comme le PiS polonais, qui était avant les élections au pouvoir, donc très conservateurs en société, mais qui souhaitent rester dans l'Union européenne. Ils sont pas brexiteurs, on va dire. Voilà. Et puis ensuite, bon, peut-être tu commenteras un peu plus après. Et après, on a un autre groupe qui est Identité et démocratie, où là, on trouve le Rassemblement national. Dans le groupe ECR, on n'avait aucun Français jusqu'à hier. Où maintenant on a... Qui l'a rejoint. Voilà, Nicolas Bay, voilà, qui était anciennement au Rassemblement National, qui a rejoint Reconquête. C'est ça. Mais justement, comment vous expliquez qu'il y a cette culture, alors peut-être pas de coalition, mais au moins de compromis au sein du Parlement européen, alors que on a beaucoup moins ça dans pas mal de pays, dans pas mal de parlements nationaux, notamment en France, où on voit que c'est quand même relativement compliqué. Peut-être qu'ici, en fait, le problème, il est français, il n'est pas vraiment au Parlement européen. En fait, non, mais c'est vraiment... quand tu parles à des Belges, par exemple, bon, la Belgique a pris peut-être l'exemple au maximum, parce que maintenant, la majorité, c'est 7 gouvernements, enfin, c'est 7 partis au gouvernement fédéral. Mais donc, il y a quand même une... la question, c'est n'importe quelle démocratie a su quand même réussir à travailler, parce qu'en fait, la manière dont le mode de scrutin est autorisé, est fait, structuré, etc., fait qu'en fait, les gros partis en fait se sont un peu divisés, où il y a eu l'émergence des libéraux et des Verts qui arrivaient en fait beaucoup plus tôt dans le processus national, en Allemagne ou en Espagne ou en Italie, qui ont fait que en fait, tu as été obligé de créer des questions de coalition. Je voulais peut-être juste rebondir sur la NUPES, parce que c'est vrai que c'était un sacré... C'est là un peu on voit une vraie différence entre ce qui se passe à Bruxelles et ce qui se passe en France, parce que c'est vrai qu'au niveau européen, ça n'a pas vraiment de sens. Enfin, c'est non pas parce qu'ils ne s'entendent pas, et d'ailleurs les députés français en fait sont dans les députés qui collaborent le plus entre les groupes, par rapport. Mais par exemple, mais c'est vrai que si tu fais une campagne un peu européenne, notamment au niveau des Verts, qui était un peu le pitch, qui est un peu leur pitch de base, comment tu peux dire à des Grünen que grosso modo, en fait, ils vont travailler avec Die Linke ou avec les... il y a un moment après, il faut réussir à ce que ça colle. Surtout que les Verts allemands ne sont pas tout à fait les Verts français. Ouais, mais d'accord, mais tu regardes les Verts espagnols, c'est la même chose. C'est-à-dire que les seuls endroits, en fait, où au niveau des... ou d'autres partis, où les Néerlandais... Par contre, il y a un truc marrant qui est en train de se passer, justement aussi aux Pays-Bas, c'est que du fait que les socialistes et les Verts sont en train de fusionner au niveau national, là, par contre, maintenant, ça va être pour la première fois, en fait, mis à part les groupes autonomistes espagnols, mais bon, ça c'est vraiment de la niche Parlement européen, en fait, vont avoir une liste commune. Mais c'est vraiment la première fois, et ça concerne vraiment que ces 2 partis, parce qu'en fait, ils sont vraiment dans un processus de fusion. Isabelle, rapidement. Oui, je voulais dire que si on a 7 grands groupes au Parlement européen, 7 groupes, c'est aussi en raison du mode de scrutin. On a des modes de scrutin très différents entre les États membres, mais il y en a des principes communs. Le premier principe, c'est la proportionnelle. Donc forcément, vous avez une élection à la proportionnelle, elle est très démocratique, toutes les tendances vont être représentées, et c'est déjà un tour de force de pouvoir avoir des forces politiques transnationales. C'est la seule institution au monde qui a un parlement politique multinational. Et alors, je vous rappelle, le mode de scrutin, c'est proportionnel à un tour. Donc, n'imaginez pas quand vous allez voter le 9 juin que vous allez avoir un deuxième tour. Il faut voter le premier jour, et puis voilà, avec des listes. Et c'est de la proportionnelle. Donc ça, effectivement, c'est ça qui fait qu'on n'a jamais eu de majorité absolue. C'est ça qui fait aussi qu'un député européen va avoir plus de pouvoir qu'un député national, parce qu'il n'y a pas de majorité ou d'opposition, il y a des coalitions. Donc vous allez avoir un bon rapport forcément dans votre mandat, même si vous êtes Die Linke, ou bien si vous êtes un bon député européen, vous allez pouvoir à un moment donné avoir un rapport, mais vous allez devoir négocier avec tout le monde. On termine ce tour sur la présentation du Parlement européen, Sacha. Vous l'avez dit tout à l'heure, le Parlement européen se politise de plus en plus. Et est-ce qu'en plus de ces logiques, je dirais, politico-politicardes, il y a aussi encore des logiques un peu nationales qui existent toujours ou pas? Et si oui, lesquelles? Bien sûr, il y a encore des logiques nationales. Je dirais même qu'à l'intérieur des groupes, il y a des logiques nationales. Vous allez avoir des différences entre
un socialiste français et un socialiste allemand. Hein. Vous allez avoir aussi des différences entre un Renew français et un libéral néerlandais. Sur l'intervention de l'État, ils ne sont pas du tout d'accord. Donc, c'est des différences de culture à l'intérieur du groupe. Mais après, il va y avoir aussi des votes sur lesquels il y aura plutôt un clivage nord-sud ou un clivage est-ouest, il existe encore. Par contre, il y a des grands... Là, dans cette mandature, on a vu quand même d'immenses majorités pour un certain nombre de choses. Au début de la mandature, le pacte vert, parce qu'il y avait une coalition, mais aussi le soutien à l'Ukraine, le plan de relance, donc une majorité quand même très pro-intégration européenne, action contre les crises au niveau européen. Mais bien sûr, on va retrouver des clivages nationaux. Mais ça coince encore sur le social. C'est-à-dire, si tu regardes les logiques nationales, en fait, notamment entre nord-sud, est-ouest, c'est vraiment le social. Et même, il y a plusieurs textes, là, ils sont congelés. C'est-à-dire, c'est des textes qui sont hyper techniques. Bon, ça concerne moi je suis français qui habite en Belgique, sur la Sécu. Donc, c'est-à-dire comment les Sécu se parlent entre elles, les dispositifs de sécurité sociale. Et si, par exemple, je veux revenir en France et que je me mets au chômage, comment finalement mes cotisations de ma décennie de travail en Belgique, en fait, arrivent en France. En fait, pour l'instant, c'est pas possible. Et donc, il y avait un texte au début pour essayer de trouver un début de compromis où tu remplissais 800 formulaires pour avoir un truc. Et ça, par exemple, ça a été bloqué sur des logiques nationales. Après, autre chose, les travailleurs détachés. Ouais. Donc là, maintenant, le sujet s'est un peu calmé. C'était vraiment un gros sujet il y a 4-5 ans, notamment sur les chauffeurs routiers. Parce que d'un côté, on a, notamment si on prend l'histoire des routiers, pour l'Europe centrale et pour l'Europe de l'Est, en fait, dès que tu veux réussir à, entre guillemets, faire un meilleur encadrement social de ces professions-là, c'est vu comme une discrimination. C'est vu comme une discrimination parce que, en fait, ton polonais, hongrois, bulgare, etc., en fait, il peut aussi, dans le droit européen, sur les libertés de circulation, sur les traités, etc., et selon même la vision qu'ont les gens de l'Europe, là-bas, en fait, de pouvoir faire des livraisons entre l'Espagne et l'Autriche. Parlons maintenant du Parlement européen, de son rapport aux autres institutions et le Parlement européen dans les actes. Claire, tu voulais nous parler du règlement sur la restauration de la nature. Ouais, alors justement, je trouve qu'un objet qui permet bien de parler de l'articulation entre commission, conseil, parlement, c'est ce pacte vert que vous voyez aussi sous le nom Green Deal européen, qui a été donc annoncé en décembre 2019, qui a survécu à la pandémie, notamment parce qu'il y avait un leadership politique très fort et assez étonnant de Van der Leyen et Timmermans. Dans ce paquet-là, il y avait notamment ce règlement sur la restauration de la nature qui a été voté, je crois, au Parlement en juillet 2023. Est-ce que vous pourriez nous en dire 2 mots et de comment justement ça fait ressortir, comment travaillent ensemble et comment se confrontent aussi parfois ces différentes composantes de l'Union européenne. Ce qui pose donc plusieurs questions. Je sais que je suis un méchant garçon. 1, les différentes composantes. Parce qu'il y avait beaucoup de questions là. 1, les différentes composantes. 2, le Green Deal. 3, le règlement sur la restauration de la nature. Ça fait beaucoup comme programme, je sais. Tout à fait. Alors les différentes composantes, je l'ai dit un peu tout à l'heure, en fait, c'est comme si on a un gouvernement européen, c'est la Commission européenne. Ce qui est important de dire, c'est qu'elle a le monopole de l'initiative législative. Pourquoi ? Ça fait peur à tout le monde. Il dit, il faudrait que le Parlement ait l'initiative législative ou le Conseil. Surtout pas. Parce qu'elle pense européen, la Commission. Elle est très méchante, elle est très technocratique, mais elle est là pour penser européen, pour pas faire le jeu d'un État ou d'un autre. Donc c'est pour ça c'est elle qui lance les projets. Et ensuite, ça va à 2 chambres. Le Sénat, qui représente en France plutôt les collectivités territoriales, dans l'Union européenne, c'est le Conseil de l'Union, les ministres des États membres sur la question essentielle. Donc là, les ministres de l'Environnement, par exemple, sur restauration de la nature. Et puis, au Parlement européen, là, on a bien décrit ce que c'était. Et puis, il y a une navette entre les deux. Et il faut un accord, une sorte de commission mixte paritaire, ce qu'on va appeler un trilogue. Bon. Donc, on a cette procédure législative qui est quand même remarquablement efficace, puisqu'on a adopté plus de 400 textes pendant cette mandature, alors qu'on a aussi géré des crises au niveau européen et qu'on a fait un bond colossal dans l'intégration européenne à cause de ces crises. Et pas des petites crises. Et pas des petites crises. Et qu'on aurait pu même carrément se fracasser, disons les choses. Voilà, on peut le dire. Loi sur la restauration de la nature, c'est très intéressant l'exemple que vous donnez, parce que le pacte vert, il y avait un accord de coalition finalement au tout début de la mandature entre le Parti socialiste européen, le groupe des socialistes, le groupe du PPE et les Renew, mais aussi bien sûr les Verts, donc on était très large, pour faire passer un certain nombre de textes, et notamment le premier d'entre eux, le fameux pacte vert, qui fixe des objectifs à l'horizon 2030.
Et donc en découle tout un tas de textes, dont ce texte de la loi sur la restauration de la nature, qui arrive un peu plus tard dans la mandature et qui vise à rétablir nos habitats naturels qui sont très dégradés dans l'Union européenne, puisqu'on a à peu près seulement 15% d'habitats naturels qui se portent bien dans l'Union. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est quand même... Et évidemment, ce texte éminemment qui ne devait pas poser de problème arrive à un moment où la campagne pour les élections européennes commence. Et donc, ce clivage et cette coalition commencent à se déliter. Et donc là, on a la Commission européenne qui propose un texte assez ambitieux, qui ne devait pas poser de problème en commission environnement, qui est retoqué en commission agriculture du Parlement européen, qui en commission environnement est également rejeté. Donc finalement, on arrive en plénière avec une proposition de rejet. Rejet qui est rejeté à 12 voix près. Du coup, on se dit, il faut amender. Donc là, les groupes politiques arrivent avec leurs amendements et tout le monde est très préparé parce que ça fait longtemps qu'on travaille sur ce texte. Et tous les pros de la loi pour la restauration de la nature redéposent leurs amendements et ceux-ci sont adoptés à une trentaine de voix de près à la fin. Donc finalement, on a un texte. Mais là, patatras, on se dit, oulala, on ne peut pas fonctionner comme ça tout le temps. Et effectivement, il y aura encore une nouvelle réglementation européenne là, qui concernera les pesticides, qui ne passera pas. Donc, là, on voit très bien la question des alliances politiques sur des sujets de vie quotidienne pour nous, qui sont tout à fait... c'est pas des sujets techniques. Ouais. Et justement, tout le débat qu'il y a eu au niveau européen sur ces questions d'écologie politique, finalement. Nous, on a un débat sur l'écologie politique nationale avec une écologie, une certaine écologie portée par le gouvernement et puis une gauche qui va être critique de certains aspects de cette manière de porter l'écologie. Est-ce qu'on a exactement les mêmes lignes de clivage ou est-ce que justement, au niveau européen, ça va être d'autres clivages autour de cette question du climat qui vont émerger? Quentin, tu peux nous dire qui a voté quoi? Pardon, la logique est clairement l'extrême droite, que ce soit les conservateurs réformistes ou les Identité démocratie ou le RN, étaient contre à chaque fois. Donc ça, c'est un truc qui reste comme ça. La gauche, en fait, est engagée dans ce Green Deal. C'est-à-dire, en fait, que même si les socialistes ont voté von der Leyen, c'est Frans Timmermans, c'était le chef des socialistes. Tout le boulot maintenant, et d'ailleurs, il faut vérifier dans les textes, mais je pense qu'une vraie majorité de tous les accords de trilogue sur le Green Deal ont aussi été votés par la France Insoumise et par le groupe de la gauche. Le principe, c'est donc les accords, c'est quand même, on sent quand même qu'au niveau du climat, en fait, au-delà même des objectifs, en fait, il y a un problème entre guillemets de marché intérieur. C'est-à-dire qu'il y a que, notamment au niveau de la gauche, les gens, t'as qu'une seule peur, c'est qu'en fait, que si tu décides que, par exemple, que seulement certains pays font vraiment des mesures législatives ambitieuses, les autres vont commencer à faire du dumping. Donc tout maintenant, le principe, c'est de réussir à tenir ta coalition pour dire, OK, on réussit à avoir des règles et on réussit à avoir des règles les plus abouties possibles pour que finalement ça tienne. Et en fait, ça s'est fait, contrairement à la France, en fait, le détriment, entre guillemets, c'est par rapport au niveau extérieur. C'est-à-dire que là, notamment, le Green Deal est assez énorme pour le changement au niveau européen. C'est-à-dire, moi, je suis arrivé, ne serait-ce qu'on m'avait dit il y a 4 ans qu'il y avait une taxe sur le carbone aux frontières qui allait passer. Et franchement, c'était, mais what ou même d'autres choses, c'est-à-dire que maintenant l'Union européenne, mais ça c'est le côté fun, mais sur les bateaux, c'est-à-dire que si par exemple tu décides de taxer maintenant le CO2, le pétrole des bateaux, parce qu'un bateau consomme beaucoup, un gros paquebot, en fait maintenant tu as aussi des mécanismes de compensation où en fait tes droits de douane vont remonter. Si par exemple tu décides que tu es un paquebot qui arrive, je sais pas, du Brésil et tu dois aller à Marseille, si tu t'arrêtes au Maroc juste parce que c'est moins cher le gaz, moins cher le pétrole, en fait tu vas payer une taxe. Donc il y a quand même des choses qui sont arrivées, qui sont assez improbables quand même. Et donc J'ai 2 questions du chat, parce que le chat, on vous regarde. Alors, pour que ce soit clair pour tout le monde, on a dit la commission, c'est le gouvernement. Oui, parce qu'elle propose les lois européennes et après elle exécute, elle contrôle l'exécution par les États membres. Le Parlement, on peut dire que c'est l'Assemblée.
C'est ça. Ok. Le Conseil, l'équivalent d'un Sénat. Alors d'un Sénat, mais qui aurait quand même des big pouvoirs, parce que c'est aussi après au niveau des chefs d'État et de gouvernement, il y a le Conseil de l'Union. Ça, c'est les ministres. Hein, vous allez faire bien dans les dîners, en sachant que le Conseil de l'Union européenne, c'est au niveau des ministres, c'est le législateur au quotidien. Et puis 4 fois par an, plus les sommets extraordinaires, les chefs d'État et de gouvernement se réunissent en Conseil européen. Ça, c'est le Conseil européen. Et là, ils donnent des grandes orientations. Les choses les plus difficiles à décider, en gros. En fait, grosso modo, il faut s'imaginer que c'est à peu près comme en France, que Gérard Larcher ou Bruno Retailleau, ils auraient la possibilité de décider plein de trucs avec Macron. Pas tout à fait quand même, parce que... Si Conseil européen, c'est à peu près ça quand même. Bon, c'est pas vendeur d'un coup. Non, c'est pas vendeur, alors après, j'ai dit. Disons que ça rend le truc moins hype d'un coup, on va pas se mentir. Alors, un peu moins sexy. Ça rend le truc moins hype, après c'est question des rôles. Après les personnages, historiquement, ça a une histoire. C'est Valéry Giscard d'Estaing qui les a créés. C'est-à-dire qu'en gros, avant, on avait cette organisation, mais on se rencontrait qu'au niveau des ministres. C'est comme si on avait le spécialiste de l'environnement avec son homologue, le spécialiste des affaires sociales, et puis le spécialiste qui ne se rencontre pas trop parce qu'on n'a pas beaucoup de compétences. Ouais. Et puis pas de tête pensante, alors que les chefs d'État et de gouvernement, ils ont une vision globale. Donc c'était les discussions un peu au coin du feu, et puis c'est devenu le Conseil européen, et on lui a donné de réels pouvoirs d'orientation. Et aujourd'hui, c'est des conseils qui décident si on s'endette ensemble. Et c'est très important. On me parle du dumping aussi, c'est revenu beaucoup là dans le chat. Quentin, tu nous... 1, 2, 3. Les gens demandent une définition. Oui, les gens demandent une... Ah, pardon. Désolé, j'essaie de voir. J'essaie de vous lire en même temps. Non, le dumping, pardon, c'est comment tu compares. Enfin, c'est pour éviter que, si on prend par exemple le salaire minimum en Hongrie, ça doit être moitié moins que la France. C'est-à-dire que, et donc la question, c'est comment tu trouves des règles pour, en fait, grosso modo, éviter finalement qu'il y a de l'abus en termes de normes sociales, que, grosso modo, tout le monde, en fait, utilise des gens dont contrat de travail hongrois pour qu'à la place de contrat de travail français, parce que ça coûte moins cher. On a parlé Green Deal, on a parlé du règlement sur la restauration de la nature. Ouais, et très concrètement, donc, une fois que ce règlement il est passé au Parlement, c'est quoi la procédure de mise en œuvre? Forcément, c'est pas comme au niveau national en termes de moyens de mise en œuvre. Si c'est un règlement, c'est au gouvernement français de l'adopter. Donc c'est la reprise au niveau national. Non, pas de l'adopter. Il y a 2 textes en fait. On dit loi européenne, mais ça n'existe pas en fait. Et on a des règlements ou des directives. Et le règlement, c'est pas du tout une circulaire ministérielle. C'est un texte super fort. C'est vraiment une loi européenne qui doit être appliquée qui est assez précise et qui est appliquée directement. C'est-à-dire que si vous pouvez agir en justice en disant le règlement dit ça et vous ne l'appliquez pas, je vais devant le juge français pour qu'on me l'applique. Donc c'est très très fort le règlement. Il y a une intégration dans le droit national. Direct pour le règlement. Pour la directive, c'est différent parce que là, elle donne des objectifs très généraux. Par exemple, le pacte vert dit bon, il faut qu'on qu'on réduise nos émissions de temps jusqu'à temps. Bon, c'est l'État français qui va adopter son plan climat pour avoir ses objectifs, atteindre ses objectifs. Et là, donc, il y a une transposition nationale, mais qui elle-même peut être attaquée. C'est-à-dire, on peut dire, mais vous transposez, mais ça ne correspond pas. On peut transposer mal et être attaqué. C'est ça. Et dans tous les cas, il y a toujours un délai d'application tout de même. Hein. Et juste, est-ce qu'il y a du coup un enjeu à voir une loi passer en règlement, enfin une loi en règlement plutôt qu'en directive, bien sûr. Inversement. Bien sûr. Ça débat beaucoup. C'est la bataille au Parlement, parce que le principe, c'est que si tu fais une directive, ça veut dire que ça repasse, c'est-à-dire c'est moins important. Oui. Le Parlement, il va toujours se battre pour du règlement. C'est-à-dire la directive, c'est vraiment bof. Question de rapport de force. Après, c'est vrai qu'ils estiment après que sur beaucoup de sujets, l'interprétation juridique d'un problème, plus tu es un État, plus tu vas dire que c'est une directive, plus tu es député européen, plus tu vas dire que c'est un règlement. Okay. Et la Cour, elle peut requalifier en règlement une disposition de la directive si elle est suffisamment claire et précise. Ça, c'est la force du droit communautaire. J'invite tous les juristes. Donc, pour reprendre notre fil sur le règlement sur la restauration de la nature, c'est donc maintenant au gouvernement partout dans l'Europe de reprendre et d'intégrer ça au niveau national. Tout à fait. Okay. Sacha ? Alors, j'ai plein de questions là.
Mais j'aime ce qui se passe. On pose des questions. Non, c'est juste de manière très concrète. Sur quoi le Parlement peut-il légiférer ? C'est-à-dire, est-ce que l'environnement, c'est un des champs de compétences ? On voit aussi, surtout ces dernières semaines, voire ces derniers mois, que ça bataille beaucoup autour des violences faites aux femmes, notamment sur la définition du viol. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi c'est compliqué aussi ? Et est-ce que c'est pas aussi à ce moment-là que le Parlement européen rentre un peu en opposition avec le régalien pur et dur des États, justement ? Les champs de compétences. C'est très long, hein. Ouais, on va parler des champs de compétences. Alors, les champs de compétences du Parlement européen, c'est les mêmes que ceux de l'Union européenne. Il faut comprendre que l'Union européenne ne peut pas tout faire. Elle ne peut pas se saisir d'un dossier comme ça. C'est écrit dans le règlement de copropriété. Ça, vous pouvez faire, ça, vous ne pouvez pas. Voilà. Et donc, il y a des sujets, les sujets historiques, c'est évidemment tout ce qui est l'économie, le marché intérieur, la suppression des frontières, les accords commerciaux. Et puis, petit à petit, on a commencé à ajouter des compétences. Évidemment, l'environnement des thunes, c'est une des absolues compétences. On comprend bien, parce que là, on est plus efficace. En fait, le principe de répartition, c'est ce qu'on appelle la subsidiarité. On est plus efficace. Si on est plus efficace au niveau européen, alors ça doit être passé au niveau européen. Mais en plus, ça doit être écrit dans les traités, hein. Parce que sinon, ce serait trop simple. Donc, tous les sujets sociétaux, ou même la culture, par exemple, aussi, ne sont pas des sujets qui sont confiés à l'Union européenne. La santé n'en était pas non plus. C'était notre problème au moment du Covid. Ouais. Les ministres de la Santé, ils ne se réunissent pas régulièrement. Ils ne se réunissent pas comme les ministres de l'Environnement ou de l'Économie. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de compétences santé au niveau de l'Union européenne. Et donc, là... Dans ces champs-là, le Parlement européen, lui, il tente de faire des résolutions, d'intervenir, et notamment dans tout ce qui concerne ce qui concerne les Européens, leur mode de vie, la démocratie, les droits fondamentaux, je dirais presque le mariage pour tous. Alors que c'est pas du tout une compétence. Tout ce qui est droit civil, droit pénal, tout ça n'est pas de la compétence du Parlement européen, mais il va s'immiscer. Et ce qui est nouveau là, c'est que c'est la Commission européenne qui a proposé dans cette loi, loi sur les violences faites aux femmes. Donc, expliquez-nous, qu'est-ce qui s'est passé ? Donc, le Parlement européen a tenté de faire accepter une vision, de poser une vision sur la définition du viol. C'est ça. En fait, non, il y avait tout le monde. Qu'entends ? Il y avait tout le monde, en fait. Le Parlement européen, une majorité des États, mais qui n'avaient pas encore le seuil de majorité qualifiée pour pouvoir dire non, et il y avait la France. Non, c'est vrai. Non, la France n'est pas seule à dire non. Non, il y avait la France et la Hongrie, pardon. L'Allemagne aussi. Ouais, l'Allemagne, c'est pas. Bon, après, c'est pas le même. Non, les Français ne sont pas tout seuls. Mais au-delà de ça, en fait, donc en fait, le Parlement européen, en fait, a voté sa loi, a voté sa version de la directive contre les violences faites aux femmes. C'est une directive ou c'est un règlement ? Je ne sais plus. Bref, on s'y perd, franchement. Mais, et après, donc, il y a eu les négos avec les États ont fait la même chose. La France... que dit la France ? C'est une bonne question, parce qu'on ne sait jamais vraiment... sur ces questions-là, on ne sait jamais vraiment. Et après, donc, ça commence à négocier. Et là, après, il y a un problème de l'article 5, c'est-à-dire sur la définition de qu'est-ce que c'est le viol. Et là, il y a un désaccord juridique soit entre un désaccord juridique sur le consentement. Je ne suis pas un expert sur ces questions-là, mais je ne connais pas les tenants et les aboutissants. Mais si on suit ce que disaient les ONG, clairement, la France aurait dû suivre cet accord. Ce n'était pas non plus dangereux pour le système juridique français. Mais donc la France a fait du blocage et a utilisé une minorité de blocage jusqu'à la fin pour en fait forcer le Parlement et les autres États à retirer. Parce que là, après, il y a d'autres choses, c'est-à-dire qu'on rentre en élection européenne. À un moment ou à un autre, il faut quand même que les parlementaires européens, ils arrivent sur les marchés bientôt disant qu'est-ce qu'on a fait. On voit des images du trilogue juste derrière nous. Ouais. Ah oui, c'est vraiment les images du trilogue. Grosse production, mec, attention. Vous êtes perdu dans le multimédia center du Parlement européen. Vous y retrouvez. Mais bon, donc il y avait un énorme coup de pression et en fait la France a utilisé ce coup de pression politique. Okay. Et en fait, elle a gagné. Et donc là, ça est passé mardi. Et donc, ça va être voté. Et ça va être comme ça. Le but de cette directive, c'est quand même d'essayer d'harmoniser les sanctions au niveau européen, de toutes les violences faites
femmes, c'est-à-dire qu'on soit puni de la même façon qu'on soit une citoyenne bulgare, lituanienne ou française. Donc ça, c'est très important. Et la Commission européenne avait mis une définition du viol qui ne correspondait pas à la définition française. Je crois que la définition au niveau européen était basée sur l'absence de consentement et en France, elle est basée sur la présence de violence. Violence, contrainte, menace, surprise. Donc elle est plus précise. Et donc les juristes disent que c'est une façon plus précise d'avoir une charge de la preuve. Alors voilà, c'est un débat de juristes aussi, mais on voit bien là. Pourquoi c'est compliqué, Isabelle ? Pourquoi c'est compliqué ? C'est compliqué d'avoir le droit est une matière précise. Et surtout que... Alors, il y avait deux arguments pour la France. Elle disait que c'était pas... D'abord, le droit pénal, c'est pas une compétence de l'Union européenne. Elle n'a pas tort. Mais la Commission européenne a mis cette disposition. Donc, elle avait des juristes qui disaient on peut mettre ça. Vous voyez, donc il y a une bataille aussi. Hein. Et puis, après, voilà, il y a une bataille de juristes sur qu'est-ce qui est plus protecteur, une définition plus précise ou bien une définition plus large qui est celle du non-consentement. Voilà. Donc, mais après, sur le plan de la société, personne ne comprend parce qu'on est évidemment tous dans le mouvement MeToo. Et donc, on est tous là, nous, citoyens européens, on sent bien qu'on vit dans un espace qui protège nos droits et on a envie que la réglementation européenne suive ce mouvement. Et ça, c'est le rôle du Parlement européen, je pense. Le chat nous dit le Parlement, c'est pas tout rose, puisqu'il y a aussi le Qatargate. Quentin, on a un journaliste qui suit les questions européennes. Qu'est-ce que le Qatargate ? C'est une série américaine. Hein. Explique-nous. Honnêtement, s'il y a un Netflix européen, la première série, ça va être le Qatargate. Non. Ça ne sera jamais aussi bien que Parlement, que l'on a déjà conseillé ici dans Backseat, évidemment. Ouais, super série Parlement. Non, le Qatargate, en gros, alors, l'histoire. Donc, c'est un député italien qui était président de la commission droits de l'homme et qui, pendant une dizaine d'années, a, en fait, monnayé son influence envers des pays qui pouvaient avoir des problème avec les questions des droits humains. Et donc, il a embarqué son assistant parlementaire. Son assistant parlementaire est marié à une députée grecque, ancienne journaliste télé. Et c'était quand le Qatargate ? C'était en 2022, c'est ça, ouais. C'est ça. Et donc, en décembre 2022, les policiers belges arrivent dans un très bel appartement du Parlement, à côté du Parlement européen, avec le père de cette députée grecque et une valise qui était prête à monter dans le EasyJet pour Charleroi, pour faire Charleroi-Athènes. Et dedans, il y avait 10 000 € en cash. Et donc, il semblerait-il que ces 10 000 € en cash viennent du Qatar. Ouais, une grosse production, cette série, apparemment. Il y a eu un gros travail au niveau de l'écriture. Antoine ? Oui, à la Fondation Jean Jaurès, on a fait une enquête avec Transparency International où on demandait finalement aux Français, en l'occurrence, comment ils considéraient un peu toute une série d'acteurs sur les questions de corruption. En gros, est-ce qu'ils jugeaient que les députés français étaient corrompus ? Est-ce qu'ils jugeaient que les députés européens étaient corrompus, les acteurs privés, les chefs d'entreprise, etc. Et ce que l'on voit, c'est que 67% des Français jugent que les députés européens sont corrompus, et c'est le deuxième groupe, ça arrive deuxième dans le classement. Et comment vous interprétez ces résultats ? Et aussi, question subsidiaire, comment se passe l'encadrement des lobbies au sein du Parlement européen, parce qu'on sait que, vu que le Parlement européen a gagné en importance politique, les lobbies se sont mis également à avoir davantage de raisons d'aller voir les parlementaires européens. Peut-être que je peux répondre, parce que moi, je me suis vraiment spécialisé sur la question de lobbying et de transparence quand je suis arrivé à Bruxelles, parce que c'est un sujet passionnant. Les députés européens ont eu beaucoup de temps à comprendre que, du fait qu'ils soient loin, du fait que ce soit en anglais, du fait qu'ils soient à Bruxelles, qu'ils avaient une exemplarité qu'on ne pouvait pas demander à un élu local. C'est-à-dire que moi, j'ai beaucoup suivi à un moment l'obligation pour les députés quand ils étaient responsables d'un texte, d'ouvrir ou pas, de déclarer ou pas leur rendez-vous avec des représentants d'intérêt, que ce soit ONG, qu'ils soient entreprises, etc. Et en fait, les députés de droite et les libéraux avaient réussi à sortir un avis du Conseil juridique européen pour dire que c'était contre la Convention européenne des droits de l'homme que de forcer un député européen à déclarer qu'il rencontrait des lobbyistes. Donc c'est pour dire en fait d'où on vient. Mais bon, je pense qu'après que les gens... mais d'un côté, je comprends. C'est-à-dire, en fait, moi, à Bruxelles, un journaliste à Bruxelles, il arrive, il met 1 an et demi à comprendre le bousin. C'est normal. Après, quand tu as compris, et là, tu trouves que le boulot est génial. Mais c'est vrai que l'onboarding, entre guillemets, comment tu rentres dans le jeu est important. Alors, si je peux répondre... La durée d'un mandat
Rappelle-nous, 5 ans. 5 ans pour tout le monde, ouais. 5 ans. Donc déjà une belle année de perdu, selon toi, avec l'onboarding. Non, quand tu es journaliste, franchement, après, tu restes plus longtemps. Oui, en fait, donc c'est bon. Après, tu fais des économies d'échelle pour le prochain mandat. Mais pour un député, est-ce que c'est tout aussi compliqué? C'est ça ma question. En fait, l'avantage des députés, c'est qu'ils ont quand même des équipes. C'est-à-dire que les assistants parlementaires européens, quand même, restent un peu plus longtemps qu'à l'Assemblée nationale et au Sénat. Et c'est vrai, et ils ont une vraie expertise sur ces questions-là. Donc maintenant, on va voir en juin-juillet, quand il y aura les nouveaux députés. Maintenant, c'est qui va s'arracher les meilleurs assistants, parce que c'est des gens qui sont très très bons dans le métier. Alors, il ne faut pas laisser dire que les assistants font tout le boulot, hein, quand même. J'ai pas dit ça. Non, j'essaye de dire comme ça. Isabelle est dans son rôle. C'est vrai que le parlementaire européen tout nouveau qui arrive, il faut qu'il comprenne les groupes politiques, comment ça fonctionne. Et donc, il va se spécialiser. Le problème, nous aussi, on avait des députés, on a eu un taux de renouvellement très important en 2019, même dans les équipes, dans les députés français. Mais moi, j'ai une longue fonctionnaire, une vieille fonctionnaire du Parlement européen. J'ai travaillé avec des députés français qui ont beaucoup travaillé, enfin pas avec eux, mais en soutien, puisque j'ai toujours été fonctionnaire et jamais assistante ni dans un groupe. Mais il y avait par exemple des députés, comme je vais les citer, Alain Lamassoure ou Pervenche Berès, Pervenche Berès chez les socialistes, Alain Lamassoure chez le PPE, qui étaient extrêmement connaisseurs de leur sujet, et qui ont fait carrière au Parlement européen, mais qui disparaissent des médias français. Donc voilà, il faut choisir en fait. Soit on connaît les rouages et on fait une vraie carrière européenne. C'est un peu différent en Allemagne. On accepte qu'on fasse une carrière au Parlement européen. Et soit on disparaît des plateaux télé et donc on a plutôt envie de revenir et donc on n'a pas le temps de se spécialiser. Pour revenir sur les lobbies, il faut savoir aussi que comme les dossiers européens sont très techniques, on a quand même une grande culture, et la Commission européenne fait ce travail au début avant de faire de consultation des représentations d'intérêts. Mais vous savez comment s'appellent les féministes, enfin les représentations d'intérêts des associations féministes, le lobby européen des femmes. Donc c'est une question de on doit donc il y a une culture effectivement du lobby. Le Qatargate a été un coup de semonce parce que c'est pire qu'une série Netflix, mais un coup de semonce qui était évidemment interdit par les règles. Donc là il y avait en fait ça pose un problème de contrôle. On a renforcé évidemment les règles. Notamment sur les déclarations d'intérêt avant et après le mandat, parce qu'elles n'étaient quand même pas très fortes. On a renforcé les règles aussi de déclaration des rendez-vous avec les lobbies, pas seulement quand vous êtes rapporteur, mais aussi quand vous êtes député européen, que vous allez d'une autre commission, mais que vous rencontrez quelqu'un finalement sur un dossier qui est en cours, etc. Mais la question qui se pose là, c'était pas des lobbies, c'était une ingérence étrangère, d'ailleurs ratée. Parce que, peut-être pas raté pour ceux qui avaient de l'argent, enfin si, puisque maintenant, mais raté, puisque dans la résolution n'est pas passée. Il s'agissait de donner une bonne image du Qatar. Personne ne l'a voté, à part les criminels. Voilà. L'idée maintenant étant de parler du Parlement européen qui a été réactif. L'Europe a beaucoup changé ces dernières années avec une crise. Une grande crise majeure, celle du Covid. Il y a eu un plan de relance qui a été voté à la suite de tout ça. Est-ce que vous pouvez nous en parler, Isabelle ? Oui, alors je crois que ce mandat européen, pour les députés, pour le coup, les nouveaux députés européens ont eu un mandat absolument incroyable. Inédit. C'est-à-dire que le temps que la Commission européenne se mette en place, on est tombé dans le Covid. Donc en fait, ils n'avaient même pas eu le temps de voir les locaux qu'ils étaient chez eux, à voter à distance. Donc ils ont perdu peut-être, ils perdent encore plus un an. Mais ils ont quand même réussi à avoir un rôle très important, notamment dans la crise Covid. On a été à partir du mois de mars, les premiers à lancer l'idée du plan de relance. Et surtout, c'était très important d'avoir une résolution du Parlement à 500 voix. Le Parlement, ils sont 705 députés. Pour dire il faut un plan de relance de 750 milliards d'euros. Il faut s'endetter en commun, ce qu'on avait refusé de faire pour les Grecs en 2008. Et là, après, c'est le Conseil européen a mis du temps à se mettre d'accord. Remise en question. Mais remise en question. On suspend le pacte de stabilité, on suspend les interdictions des aides nationales. En fait, on remet tout en cause, quoi. Et puis surtout, on se lance dans un endettement en commun et qu'on essaie de remettre dans le budget de l'Union. Et on double le budget de l'Union, d'une certaine façon. Sacha ? En quoi c'est une avancée Est-ce que c'est une grosse avancée, ça ? Et est-ce que ça peut créer un précédent ou pas ? C'est énorme.
Ça veut dire pour la première fois, tu vas décider de lever de l'argent, mais que ton argent, il n'est pas redistribué selon ta population ou ton PIB, il est redistribué selon comment tu as été affecté par la pandémie. Ça change tout. Ça veut dire par exemple que un pays comme l'Allemagne, en fait, il a mis au pot énormément d'argent, mais en fait, il va très peu toucher. Le premier bénéficiaire du plan de relance, c'est l'Italie. Le deuxième, c'est l'Espagne. Le troisième, c'est la Grèce. Et après Pologne ou n'importe quoi. Donc c'est assez énorme puisqu'en fait le plan de relance c'était 750 milliards. L'Italie a dû toucher à elle seule 200 milliards ou 210. L'Espagne bien 100, bien 110, 120. Donc c'est quand même des choses assez énormes qui ont été faites, qui étaient inimaginables avant. Et après il se pose un... ce qui s'est passé, nous, c'était le plus long sommet de l'histoire, hormis pour les traités, c'était 4 jours. Je crois que le sommet de Nice, c'était un petit peu plus long. Ouais, mais pour 2-3 heures. Mais c'était vraiment... C'est pas mal, 4 jours. Hein. Mais c'était vraiment 4 jours très denses, assez ouf à suivre en tant que journaliste, et en plus, c'était en juillet. Ce qu'on remarque là maintenant sur ce plan de relance, c'est que maintenant, il faut le rembourser. Et donc, tout le monde s'est mis d'accord à peu près sur comment le dépenser. Et maintenant, et là, si vous voulez être fun, on peut déjà prévoir une future crise européenne en 2027-2028. Vous pouvez marquer vos agendas, puisqu'en fait, les premiers paiements de remboursement sont là. Et même si l'Union européenne a certaines ressources propres, elle n'a pas le budget suffisant en elle-même pour pouvoir le rembourser toute seule. Donc ça veut dire qu'on a 2 choix. Soit il y a une sorte d'impôt européen que tu peux faire sur le plastique ou n'importe quoi, soit tu demandes aux États de payer. Et là, si tu demandes... Il y a d'autres choix. Ouais. Il y a d'autres choix. Mais si tu demandes aux Néerlandais de repayer pour, par exemple, je sais pas moi, un parc naturel en Italie, ça va poser des questions démocratiques intéressantes. Et donc l'Union peut être solidaire et montrer ce principe de solidarité qui préfigure à son existence aussi depuis le début sur des grosses crises. Par contre, quand on doit rembourser, c'est un peu plus compliqué. En fait, là, on rentre un peu dans l'inconnu. C'est-à-dire, tu sais pas qu'est-ce qui va se passer. Alors, si je peux me permettre de répondre, pas de répondre, de compléter ce que tu viens de dire, parce que on peut voir les choses en disant mon Dieu, on s'endette, c'est catastrophique, etc. Mais bon, on emprunte quand même à des taux nettement meilleurs que si c'était les Grecs qui le faisaient pour eux-mêmes, et on garde la cohésion du marché intérieur et on relance notre économie, on réindustrialise, on utilise ça aussi pour peut-être financer la transition écologique. Donc, franchement, voilà, c'est pas des dépenses pour rien. Donc, c'est quelque chose de vertueux. Deuxième chose, on réfléchit sur ce qu'on appelle les ressources propres. Propre, ça ne veut pas dire verte. Ça veut dire des ressources qui vont aller, des nouvelles ressources budgétaires qui vont aller directement dans le budget de l'Union. Il faut comprendre que le budget de l'Union, c'est ridicule par rapport au budget de la Fédération américaine, des États-Unis. C'est normalement, dans une fédération, c'est 20% le budget de la fédération. Là, c'est 1% du PIB des États membres. Donc, c'est ridicule pour tout ce qu'on a à faire. Là, on a à peine doublé, et on réfléchit à de nouvelles ressources. Et on a obligatoirement... On commence à créer ces ressources. En tout cas, on commence à réfléchir dessus. Le Parlement européen a des propositions. Les futurs élus qui vont arriver après le 9 juin devront concrétiser ces solutions. Quelles sont-elles ? Ce n'est pas seulement un impôt communautaire. On ne va pas encore taxer. C'est des nouvelles ressources. Donc, l'idée, c'est de taxer... c'est avoir une taxe carbone aux frontières, par exemple. La taxe plastique, elle existe déjà, mais on espère qu'elle va baisser, puisqu'on n'en veut plus des plastiques. Et enfin, il y a une autre possibilité qui serait cette fameuse taxe sur les sociétés multinationales. L'ancêtre, c'était la taxe sur les GAFA. Donc on revient avec ces idées-là, mais ultra concrètes. Des propositions sur la table, une vraie réflexion. Et ça se passe au Parlement européen. Évidemment, on n'en parle pas tous les jours. Et c'est dommage, parce que c'est l'imagination au pouvoir. Petit appel au chat, si vous avez des questions, il nous reste encore quelques minutes avec nos invités pour parler du Parlement européen. Donc, on est preneurs, n'hésitez pas. Claire, donc on est en train de parler un petit peu du prochain Parlement qui allait avoir un rôle important. Expliquez-nous en réalité... ce qui serait passé si le Parlement européen n'avait pas soutenu tout cet élan-là. Quel a été en réalité le rôle, l'importance du Parlement européen dans la crise ?
Dans la crise Covid, non, mais aussi dans la crise ukrainienne, Oui, par exemple. Il y a une très large majorité rapidement, du Parlement. je sais Isabelle, je suis méchant, mais Ouais. rapidement, s'il vous plaît. Rapidement, bon, je pense que si on n'aurait pas eu une unité. Alors, il y a une unité des États membres pour le soutien à l'Ukraine, mais on n'aurait peut-être pas commencé à affronter le problème des conséquences du changement climatique. Enfin, je veux dire, tous les jours, on a des étés incroyables, des inondations qui recommencent d'ailleurs dans le Pas-de-Calais. Donc, ça, c'est pas quelque chose qu'on peut traiter au plan national. Il nous faut quelque chose au niveau européen. Donc, il faut une majorité qui avance. Antoine ? Oui. Bon, alors, on a bien compris, le Parlement européen, c'est important. Du coup, les élections européennes, c'est aussi important. Et pourtant, le taux de participation à ces élections, ça demeure quand même relativement faible, autour d'un Européen sur 2 qui pourrait aller voter, qui se mobilise finalement. Comment ça se fait? C'est plus que les législatives en 2022 en France. Hein. C'est plus que les législatives. Alors là, prends ça dans ta tronche. En 2019, on a refranchi le cap des 5 ans. C'est vrai qu'il y a eu un regain de la participation, mais comment faire néanmoins, je pense, et vous serez d'accord avec ça, pour faire en sorte que davantage de citoyens français, en l'occurrence, participent aux prochaines élections européennes, et notamment les jeunes qui ont tendance à se détourner de ces élections? Je crois qu'il faut rappeler les enjeux. On est quand même à un tournant géopolitique immense, en fait. L'avenir aussi, les élections européennes, c'est aussi l'avenir du soutien à l'Ukraine. Et du soutien même carrément Alors, soutien à l'Ukraine, c'est quoi? C'est aussi notre liberté, notre démocratie. C'est aussi justement le changement climatique, la lutte contre le changement climatique, stop ou encore. Ça veut pas dire ne pas soutenir les agriculteurs. C'est justement financer la transition écologique. C'est donc effectivement quel système de financement pour l'Union européenne. Ça veut dire aussi préserver sans doute nos valeurs, notre démocratie. Je crois qu'il faut rappeler les enjeux, mais je pense que, alors nous, on voit dans les sondages qu'il y a quand même 8 points de plus d'intérêt pour les élections européennes, parce que tout simplement, la visibilité de l'Union européenne est beaucoup plus grande. Et puis les enjeux nationaux et européens s'enchevêtrent. Vous voyez bien qu'aujourd'hui, toute finalement querelle nationale a une déclinaison européenne. On ne peut pas régler la situation des agriculteurs français sans... On en parlera après dans l'émission. Voilà. Après, tu vois, pour donner un exemple, il faut que ça change pas mal. Je suis à peu près sûr qu'on sera en 2019 et Brexit existait. Et cette émission-là, elle aurait eu lieu début mai. Là, on est début février. Donc, ça montre quand même qu'il y a quand même certains trucs qui sont en train de changer. Moi, c'est ma 3e campagne maintenant, donc allez, c'est la vieillesse. Il est là. Mais donc, il y a quand même des choses qui sont en train de se passer. Au niveau, c'est vrai que la question du vote des jeunes. Après, moi, je suis pas là pour faire de la com, pour voter pour les Européens. Je suis juste journaliste. Après, par contre, le système maintenant est fait que, en fait, nos destins sont liés. Point. C'est-à-dire, c'est bien résumé. En fait, tu peux prendre de n'importe quel sens. À un moment ou à un autre, c'est comment après tu as une main sur ton destin. Pour voir comment ça se passe, par exemple, le Conseil et au niveau des États, en fait, tu n'as pas vraiment de pouvoir. C'est-à-dire quelle était la prise citoyenne qu'on aurait pu, par exemple, pour que Emmanuel Macron, par exemple, sur la question de la loi du viol, puisse un peu faire évoluer sa position. Ça n'a pas marché. Alors qu'au Parlement européen, en fait, tu as quand même moyen de réussir à faire entendre ta voix. Le Green Deal n'aurait pas eu lieu si la participation n'avait pas augmenté. 2019, c'est clairement le début de ces manifestations citoyennes pour la lutte contre le changement climatique. Et ça a été entendu par la programmation de la commission d'Ursula von der Leyen. C'est pour ça qu'il y a une coalition pour faire ça. Donc en fait, ce que disent les élections européennes, c'est vers quoi voulons-nous aller? Et les partis politiques qui vont présenter les listes doivent dire clairement vers quoi ils veulent aller. Soutien à l'Ukraine, pas soutien à l'Ukraine, endettement, pas endettement, question sociale, question sociétale, ou bien ou changement climatique, plus d'intégration, moins d'intégration. Ils doivent dire clairement les solutions qu'ils veulent. Question du chat très rapidement. On nous parle d'une réglementation sur l'IA. Est-ce que Quentin, tu peux nous en dire rapidement quelques mots? Je sais très rapidement parce qu'il ne reste pas beaucoup. Alors, le texte a été proposé par la Commission en 2021, mais généralement, il faut à peu près 2 ans pour qu'un texte soit proposé jusqu'à ce qu'il soit accepté, parce que ça met du temps. C'est le premier texte qui encadre l'IA dans le monde. Ok, c'est une avancée énorme. C'est une avancée énorme. Après, ils ont essayé de la mettre à jour avec ChatGPT. On peut rentrer dans à quel point maintenant les algorithmes, quels sont les algorithmes qui sont visés, etc.
Il y a quand même ils ont quand même réussi à faire passer 2-3 vétos ou 2-3 no-go, notamment au niveau de la police ou de la police, ou l'utilisation de certains IA prédictifs sur les questions, par exemple, de manifestations, où dans mes souvenirs, il y a quand même eu pas mal de grosses choses dessus. Après l'IA, le sujet est relativement évolutif, mais donc on va voir. À quel titre le Parlement européen légifère sur la question de l'IA ? Il y a très clairement une proposition de la Commission européenne en fait, là-dessus. En fait, il s'agit d'avoir préserver le modèle européen, tout simplement, d'avoir une régulation de ce qui est acceptable et pas acceptable dans l'intelligence artificielle. Donc, à la fois, c'est très compliqué, en fait. Il faut réguler pour éviter que l'intelligence artificielle aille sur des dossiers dangereux pour la société, pour notre surveillance, etc. C'est toujours les libertés fondamentales là, qui sont visées. Et puis, en même temps, il faut encadrer celles qu'on voudrait nécessaires pour le développement de nos startups. Mais du coup, ce qui est très intéressant, c'est qu'on légifère pour nous, mais on légifère aussi pour ceux qui voudraient venir sur notre marché. Du coup, on fait une législation mondiale. Et donc, on impose notre modèle législatif, notre modèle de démocratie. Quentin n'a pas l'air d'accord. Quentin n'est pas d'accord, mais c'est ce qu'il recherchait. Hein. C'est partiel. Disons que la théorie n'est pas encore vérifiable, notamment sur les données personnelles. C'est-à-dire que les Américains n'ont toujours rien sur les données personnelles. Nous, ça fait depuis... C'était voté quand, le RGPD ? 2015, 2016 ? Ah oui. Donc voilà. Donc, et ça est rentré en 2018. Donc, Non, c'est vrai, mais c'est une tentative. Pour parler d'aujourd'hui et ensuite de demain, l'état actuel, les forces en présence au Parlement européen, il y a cette petite voix qui dit qu'il y a une éternelle coalition au centre. On en parlait tout à l'heure. Est-ce que ça pourrait changer ça un jour, Isabelle ? Bon, déjà, ça change en fonction des dossiers, hein. Il faut le savoir. Ce qui est important, c'est qu'il y ait une coalition en début de mandat pour qu'on puisse voter les grands textes que l'Union européenne doit affronter. Et notamment cette question de financement du budget, hein, parce que ça va arriver à mi-mandat. Effectivement, là, on voit que les grands partis s'affaissent, d'autres montent. Donc, il y a des coalitions. Il va falloir faire attention à voir quel parti national va rejoindre quel autre parti européen. Effectivement, on pourrait avoir une coalition plus droite, extrême droite, ou on pourrait avoir une coalition... voilà, il y a des partis... C'est très important, les partis pivots dans cette élection. Et donc, le jeu est ouvert. Mais c'est ça, la démocratie. Donc, moi, je dirais que ça rend ces élections très intéressantes. Il faut se mobiliser, regarder les programmes. Parce qu'effectivement, un Parlement européen où il n'y a pas de majorité absolue, il y aura forcément des coalitions pour faire un certain nombre de choses. Et ça, il faut le lire, pas seulement avec un prisme national. J'entends souvent dire que c'est une élection de mi-mandat. C'est pas une élection de mi-mandat. On est en fin de mandat européen. Il faut arrêter de parler en français. Il faut parler en européen. Et donc là, on a effectivement, il faut comprendre qui va aller dans quel groupe. Et la difficulté, c'est qu'il faut regarder aussi les différentes forces politiques dans les différents États membres. Mais c'est là que Quentin est utile aussi pour vous traduire ça. Parce que vous ne trouverez pas beaucoup de médias français qui vont vous expliquer qui va aller au PPE, qui va aller chez l'ECR ou qui va aller chez... Généralement, vous êtes journaliste, vous avez des problèmes de pige à Paris, venez à Bruxelles, c'est beaucoup plus simple. Non, mais c'est vrai, hein. La vie est moins chère et honnêtement, les gens recherchent. C'est-à-dire que nous, en fait, on refuse maintenant on est tous full. On est vraiment. Il n'y a plus de place alors. Non, en fait, il y a des médias qui arrivent et disent je veux un correspondant à Bruxelles. Je veux un correspondant à Bruxelles, ne serait-ce qu'à mi-temps. En fait, on est tous full. Ok. Isabelle nous a confirmé qu'on était dans le coup, Backseat, parce qu'on s'intéresse au Parlement européen et qu'il va se passer des choses. La date des élections européennes. Alors en France, c'est le 9 juin. Le 9 juin dimanche, en France. 9 juin, un seul tour. Important de le dire. Voilà, un seul tour. Il y aura beaucoup de listes. Donc. Bon, en tout cas, il y a 7 grands groupes, donc il faut peut-être se concentrer sur prendre le temps de regarder. Prendre le temps de regarder bien quoi. Il y aura une offre politique importante. Par contre, il y a des pays... Qui se rattachera à quel groupe ensuite au Parlement Exactement, qui ira dans quel groupe et quelle est la position de ce groupe sur telle et telle question européenne. Il faut dire aussi que les Néerlandais commencent à voter le jeudi.
Ok. Ensuite, on a le vendredi, le samedi. Il y a des députés, il y a des pays qui votent le vendredi et le samedi. Et puis, la majorité, 21 pays qui votent ensemble le dimanche. Ok. Donc, c'est la première fois. Enfin, c'est la première fois. Non, c'est pas du tout la première fois. Mais c'est en tout cas, c'est la seule élection où on a fait la même chose au même moment, voilà, avec des résultats. Et on va essayer, nous, de projeter un hémicycle de ces résultats à partir de 20h. Pour terminer, dernière question, le Parlement européen a lancé une campagne pour inciter à voter à ces élections européennes. Le nom de la campagne, c'est « Utilisez votre voix ». Qu'est-ce que ça veut dire ? Utiliser votre voix, ça a l'air très, très classique. Ça veut dire faites vivre la démocratie. Mais la deuxième partie du slogan qui va venir après, c'est « Ou d'autres le feront à votre place ». Donc l'idée, c'est de défendre le modèle démocratique européen, de participer à cet exercice. On ne peut pas dire que l'Union européenne n'a pas un système démocratique. On a un Parlement européen élu avec des forces politiques, élu au suffrage universel direct, avec des élections transparentes, et plus que transparentes, légales. On n'a pas besoin de vérifier. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'États dans le monde, il y a beaucoup de zones dans le monde dans lesquelles on va voter, mais il y a peu d'élections dans lesquelles on est libre de le faire. Voilà. Et je pense que ça, finalement, en allant choisir, parce qu'il y aura une offre politique, on participe aussi à ce modèle démocratique. Donc c'est un peu ça l'idée de ce slogan. Merci à vous d'être venu et d'avoir répondu à notre question. L'aventure entre Baxit et le Parlement européen va se poursuivre. On fera d'autres émissions sur le sujet d'ici là. On remercie donc Isabelle Coustet, on rappelle chef du bureau France au Parlement européen. Elle nous a un petit peu expliqué ce que c'était. Ceux qui n'ont pas vu, vous regarderez le replay disponible sur YouTube. Et Quentin Ariès, qui est journaliste spécialiste de l'Europe, des questions européennes et rédacteur en chef du réseau Sfera. On vous remercie et on vous dit à très bientôt les amis.